réussi, des sourires, de l'amour et des produits qui font plaisir. Hyper NKT, l'hypermarché le plus proche de vous. Rond-point Leblon à Cayenne, ouvert exceptionnellement du lundi au samedi, de 7h à 18h30. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Avez-vous déjà connu cette situation ? Vous êtes au volant, sous une pluie battante, et vos balais d'essuie-glace essuient mal votre pare-brise ? N'attendez pas que vos balais d'essuie-glace soient trop usagés. Équipez-vous chez Géquip. Jusqu'au 28 février, votre magasin Géquip vous offre moins 25% sur tous les balais d'essuie-glace. Géquip, route de Raban, lotissement Calimbé à Cabassou. Ouvert du lundi au samedi de 7h30 à 18h en continu. Géquip. Débat, analyse, commentaires, le grand forum de 11h30 à 13h sur Radio Pays. Tous les jours de la semaine, retrouvez le grand forum pour 1h30 de débat politique et les débats de société les plus importants de la Guyane. De 11h30 à 13h, Gilles Vernet est au cœur de l'actualité avec ses invités et les auditeurs au 05 94 25 76 25. Le grand forum pour comprendre et analyser toute la société guyanaise. Et on est en direct, messieurs, on s'installe. Bonjour à tous. Oui, David, dis-moi ce que tu veux. Oh, j'ai encore rien dit. Tu veux ton café ? Non, c'est bon. T'as bu beaucoup de café aujourd'hui. Oui. Et Rudy également. Ouais. Et Rudy également. Bonjour à tous, bienvenue. Les chroniqueurs préférés des auditeurs, c'est pas moi qui le dis, ce sont les auditeurs. Je reçois des messages à chaque fois qu'on annonce l'émission, bien sûr. David Veldwachter, Rudy Stephenson avec nous également pour un sacré débat, messieurs, avec nos auditeurs et internautes également. Vous allez participer avec nous à ce débat. La vie après le Covid. C'est le débat du jour. Alors que certains pourront sûrement nous dire aujourd'hui, mais comment ça après ? On dit non, on est en plein dedans. Pourquoi vous dites après ? Il faut bien imaginer l'après. Messieurs, je vous salue. David, bonjour, comment ça va ? Ben ça va. Bonjour Gilles, bonjour Rudy et bonjour chers auditeurs. C'est vrai qu'il faut se poser ces types de questions parce qu'on doit tout le temps avoir un axe, une direction à prendre pour avancer dans la vie. Et là, effectivement, faut quand même faire un état des lieux. Au départ, on pensait que ça aurait duré 2 mois. Oui, et là, ça dure un an. Ça fait 1 an. Puis 6, bientôt 1 an. Enfin, pas bientôt, 1 an maintenant. Donc, effectivement, il y a 2 questions à se poser. Comment vivre maintenant avec ? Et puis surtout, pour savoir comment vivre maintenant, il faut forcément qu'on se planifie, qu'on se projette, je suis un peu fatigué là, qu'on se projette pour demain et qu'on puisse voir par certaines questions qu'on va se poser, tout un chacun, on va essayer de débattre tout le monde, certes, mais avec vous également, chers auditeurs, qu'on puisse s'interroger sur quelques projections et comment pourrait donc être ce monde de demain, après la Covid. Merci pour votre introduction, mon cher David. Rudy, en guise d'introduction, à quoi ressemblera la vie après le Covid-19 ? Bonjour messieurs, bonjour auditrices, auditeurs. La vie après le Covid, je suppose que ça ressemblera à la vie de ce que le monde a connu après les différentes épidémies qu'on recense depuis quasiment l'an 146 de notre ère. Et donc c'est vieux tout ça, les épidémies, les virus, les maladies. Évidemment, c'est notre environnement. Donc, et à chaque épidémie d'un certain niveau, en tout cas, une certaine incidence, le monde s'est adapté, l'humanité s'est adaptée. Et puis, du coup, et là, moi, je vais laisser à David l'approche plus globale, mais par exemple, je dis aux auditeurs de se souvenir que quand on parle d'une épidémie la plus importante, dans le temps, le plus récent, c'est le sida. Quand on parle du sida aujourd'hui, le sida existe. Le sida est une maladie, une maladie qui fait partie de notre vie. Et souvenez-vous,
il y a 20 ans, quand on énonçait les chiffres du sida, encore 20 ans, c'est récent, hein, et des morts et de l'étendue de cette épidémie. Bien voilà, on vit avec le sida aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours. Et on éduque nos enfants par rapport à cette maladie et comme d'autres. Donc du coup, il y a peut-être 30 ans. Oui. 30 ans. 30 ans pour la phase, le grand pic. Les débuts, ouais. Voilà. Et puis, donc du coup, a-t-on des raisons de penser que nous irions vers quelque chose de plus dramatique ? Je le pense pas. Alors justement, à ma question, peut-on dire que cette crise sanitaire est un moment historique malgré tout, messieurs ? David ? Oui, bon... Pas évident. C'est historique, non, c'est historique. Pourquoi ? Parce que personne ne s'y attendait et que on a vu plein de choses qu'on n'avait jamais vues avant. Donc forcément, si on qualifie par historique quelque chose qui marque l'histoire, évidemment, la Covid est quelque chose d'historique. Mais pour continuer ce que Rudy disait, rapidement, hein, comme d'habitude, nous c'est Internet et Google notre meilleur ami. Oui. Et quand on regarde le top j'ai envie de dire le top 10, bon, c'est peut-être pas une belle façon de parler de ça, mais des épidémies qui ont marqué le monde, c'est 300 millions de morts, la variole. 300 millions. Là, je crois qu'on n'a pas encore atteint, pardon de parler de chiffres comme ça, alors que ce sont des personnes qui ont décédé, mais on n'a pas encore atteint les 3 millions de morts sur la Covid. Je crois qu'on doit être à 2,5 millions, il me semble. On va vérifier. 2,24 millions. D'accord ? Pour la Covid aujourd'hui. Donc, vous voyez qu'on est vachement loin de l'épidémie, donc la variole, hein, qui a fait le plus de morts. Mais même la 10e, là, je me suis arrêté à la 7e, la tuberculose, c'est 70 millions de morts. Mais on l'a vu la dernière fois, hein, le paludisme, la dengue. Donc oui, moment historique, mais... C'est ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a un mais. Non, ce qui est historique, en revanche, c'est... mais de fait, chaque épidémie est en son temps. Il est évident que les moyens de communication et de propagation de l'information et des mesures prises de chaque côté n'a jamais été aussi forte que celle d'aujourd'hui. La peur, par conséquent, n'a jamais été autant perçue, puisque partagée de tous. Après, il y a un aspect. Pourquoi on a ensuite beaucoup discuté, voilà, de cet exemple du SIDA. Le SIDA, c'était au départ, on appelait ça le cancer gay. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, absolument, oui. Et une maladie comme le SIDA, une épidémie comme celle du SIDA dans les années 85, tout ça, quand elle arrive, elle débarque, on est sur petit à petit, sur une focalisation d'une certaine strate de la population. C'est une maladie sexuellement transmissible, donc du coup, on est sur le genre, on arrive vite sur le genre. C'est-à-dire qu'on dit cancer gay, donc au départ, on pensait pour beaucoup que ça concernait vraiment que les homosexuels, par exemple. Donc, on était sur quelque chose qui n'était pas large et pas élargi, et puis d'autant que, et David a raison, nous n'avions pas les moyens de communication actuels pour que l'information se diffuse, quelle qu'elle soit d'ailleurs, dans un sens comme dans un autre. Donc du coup, on était dans une communication très étatisée. Et puis deuxième élément, par rapport à ta question, c'est une question aussi à partager avec les auditeurs. Je crois que la mondialisation est passée par là. On est dans un contexte qu'on ne peut pas comparer, par exemple, à 1918, quand il y a la peste, la grippe espagnole. Tu parles notamment de la vitesse à laquelle ça se propage entre les différents pays et les différentes régions du globe. Ouais. Donc, l'épidémie, elle peut être mondiale. 1918, c'est le monde entier hein, qui est touché par... ça fait 20 millions de morts, c'est le monde entier qui est touché par la grippe espagnole, sauf que les moyens de communication ne sont pas les mêmes. Imaginons juste qu'on prend la grippe espagnole, 20 millions de morts aujourd'hui avec les moyens de communication qu'on a. Imaginez juste. Ce serait un truc de dingue. Donc, voilà. Après, c'est compliqué de faire des comparaisons parce qu'entre-temps, la science a évolué également. Bon, 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est alias Parano. Absolument, allons-y. Donc voilà, moi, la question qui me machine dans la tête, là, qui me fait devenir parano, c'est que, le virus, c'est vrai qu'il est sorti, mais j'ai l'impression que les tests et le vaccin étaient déjà là, quoi. Pour moi, comme s'il y a un truc qui ne va pas derrière tout ça, quoi. Et maintenant,
qu'on m'empêche de voyager, qu'on m'empêche de faire ci, qu'on m'empêche de faire ça. Mm. Écoute, aussi, je suis un petit peu lecteur de la Bible, hein, ça ressemble un peu à la marque de la bête, écrit dans l'Apocalypse. Voilà, Apocalypse. Mm. Et là, c'était justement Bon. alias Parano. Allez, Oui, on a bien compris, alias Parano. Au moins il signe ses propos. L'incertitude est désormais notre quotidien. Ce virus, justement, a-t-il changé notre rapport à la peur, d'après vous? Justement, même ces auditeurs qui disaient, vous les médias, etc., et à juste titre, les médias sont là pour informer de toutes les façons. Et à un moment donné, de toute évidence, dans le monde entier, tous les médias parlent de cette crise sanitaire. Et malgré tout, certains disaient c'est pas mondial et autres. Est-ce qu'elle a changé notre rapport à la peur? Oui, moi je crois. Toi, tu dis oui, Rudy? Elle a changé notre rapport à la peur. Et tu vois, c'est un internaute, j'imagine, qui dit ça. L'incertitude. Alors, le contraire d'incertitude, de cet état d'incertitude, c'est justement d'être convaincu, d'être certain. Et est-ce que notre monde, au fil du temps, n'en est pas arrivé à être sur des convictions, des certitudes établies, que effectivement, même Dieu, même n'importe quel Dieu, pour ceux qui ne croient pas, ou l'univers, comme certains disent, ne pourrait même pas ébranler nos certitudes. Eh bien, un petit virus arrive, eh bien, il ébranle nos certitudes, justement. Et nous ramène à ce que nous sommes. Nous sommes des êtres humains qui, à un moment donné, allons mourir d'une manière ou d'une autre. Dans la même période, de mars à janvier, je crois qu'on l'a dit, je le redis, mais c'est bien de comprendre, la mort n'a pas disparu. Hein. Il y a eu 10 000 AVC, 20 000 AVC en France, et 10 000... maladies coronariennes, des problèmes de crise cardiaque. Sauf que l'actualité de la Covid-19 a pris le dessus dans tous les médias. Voilà. Donc, et dans tous les chiffres qu'on a pu donner déjà, c'est un chiffre important sur la même période. La mort est là. Et simplement, quand est-ce que nous avons peut-être cédé à cette tentation qui est d'être certain de tout? Certain que nous allions pouvoir tout maîtriser et tout. Les gouvernements en premier. Les gouvernements en premier. Donc je comprends ce que dit l'auditeur. Et du coup, l'incertitude, elle est à notre niveau, je crois, vraiment. David, alors voilà comment faire. Avant la peur. Rudy, David, auditeur. Et on fait le tour et on pose la question, comme ça on avance dans le débat. Voilà, on est déjà à la 3e question. David, sur cette question. Non, sur cette question, Rudy parlait le mot qui est revenu le plus souvent, c'est certitude. Et c'est cette perception de ce qui est certain qu'il faut revoir. Mais en fait, au final, c'est l'histoire de notre vie. Au départ, on croyait que la Terre n'était pas ronde. On était convaincus parce qu'on n'arrivait pas à voir plus loin qu'à 4 kilomètres. Il en est mort, celui qui a dit que la Terre était ronde. Maintenant, dans l'esprit, avec le recul, avec l'histoire et la science, on se dit que finalement, c'était loin d'être ça. Et on apprend à l'école que deux droites parallèles ne se touchent jamais. Un peu plus loin dans les écoles, on se dit, on calcule à quel moment elles vont se toucher. Bon, je crois qu'aujourd'hui, notre problème dans notre société, il est double. Celui de mélanger croyance et savoir. Et le deuxième, c'est celui de condamner un responsable qui ne sait pas. Aujourd'hui, nous, on estime anormal que quelqu'un ne sache pas. Et par conséquent, on est dans par voie de conséquence, dans un flou, où celui qui est responsable fait comme s'il sait. Mais je crois que c'est ça, David, le problème. Non, mais c'est ça. Et comme le problème, il est là. Il finira par se tromper, par l'histoire montre qu'on se trompe. Ok. Du coup, il perd du crédit. Donc, on est dans un truc où sa légitimité, il le perd de fait, de façon logique. Et en même temps, qui d'autre a la science? Qui d'autre, quand je dis à la science, a le résultat? Donc, on est dans un flou. Je t'aime, moi non plus. Et au final, on se rappelle d'une définition simple. La confiance est un choix. Mais rapidement, avant les auditeurs. Un petit débat entre David et moi. Le responsable politique, il choisit, c'est son choix. Hein, dans le système démocratique, celui qui est le nôtre, il choisit. Il se présente aux gens pour dire, voilà, je propose un cap, je propose un programme, tout ce que vous voulez. Bon, ok, vous avez compris de quoi je parle. Quand il dit ça, souvent on voit des responsables qui s'engagent sur des chemins pas très clairs, déjà à la base. Ils se font passer, comme tu dis, je suis d'accord avec toi, pour ceux qui ne sont pas, ils essayent d'embrasser des connaissances qu'ils n'ont pas. Donc ce manque déjà de sincérité,
crée de l'incertitude, ou en tout cas favorise un contexte d'incertitude, d'une part. Ensuite, pour aller très vite, quand ces personnes sont au pouvoir, eh bien, on a deux cas de figure. On a le cas d'Emmanuel Macron aujourd'hui, qui, son réflexe a été de dire, là, c'est compliqué, je mets en place un conseil, c'est dans la loi, hein, il fallait mettre en place un conseil scientifique. Mais il le place tellement haut, ce conseil scientifique, que finalement, effectivement, moi, je crois vraiment ces scientifiques-là, c'est pas qu'ils l'ont voulu, mais de manière naturelle, placés comme ils ont été placés, ont fait les décisions qui sont encore appliquées aujourd'hui. Alors, chacun a sa place. Et je suis d'accord, en fonction de ses compétences et ses connaissances. Chacun a sa place. Et on a vu que là, c'est mondial, ça sera à vous, chers auditeurs. Chaque président a géré à sa façon. Emmanuel Macron l'a géré de cette façon-là, et d'autres l'ont géré autrement. Quelle est la meilleure façon? Là, c'est un autre débat. 25 76 25. Allô, bonjour. Allez, on enchaîne 4 auditeurs et ensuite on revient à une prochaine question. Bonjour. Bonjour Gilles. Bonjour, allons-y. Bonjour. Oui, donc c'est Raphaël. Donc j'étais en train d'écouter justement ce qu'il était en train de dire Rudy, c'est ça? Oui. Oui, donc en fait, moi ce que j'aimerais dire aussi, c'est que, en fait, par rapport au virus, ce qui a pris de l'ampleur, c'est déjà d'une part le relais social, parce que maintenant du coup on a le tout information de tout azimut. Donc du coup c'est plus comme les anciens virus, tu vois, les anciennes épidémies qu'il y avait avant. Et du fait qu'on a une société qui est développée, donc du coup on cherche à avoir accès à toute information et surtout avoir une connaissance, on va dire, illimitée, omniscient. Et lorsque tu vois par exemple, ça arrive même hors contexte Covid, ça arrive que par exemple tu as une histoire de pédophilie ou autre, tout de suite tu es pas jugé par le tribunal pénal, mais par le tribunal des réseaux sociaux. Tout de suite on t'accuse et tout, sans savoir pourquoi, comment. Du moment qu'on a mis dans le contexte le nom de la personne mélangé à pédophilie, tout de suite, il y a un tribunal qui s'installe. Et ce qui se passe en fait maintenant, c'est que non seulement on nous a instauré justement une paranoïa, et le problème c'est que du fait que avec la vie qu'on mène, qui est très riche et très rapide, on n'a pas le temps de se poser, prendre le temps de prendre du recul et de se dire que certes c'est une épidémie, d'accord, mondiale, mais on sait la gérer comme une grippe, d'accord? Donc du coup maintenant il y a beaucoup de personnes qui mettent un masque, d'autres pas, d'autres ça part dans des débats. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mensonge au départ. Dès qu'il y a un mensonge, il n'y a plus de crédibilité. Très bien. Pour qu'il puisse avoir toujours une crédibilité, il faut qu'il y ait justement les bons arguments et surtout une transparence au niveau de l'information depuis le plus haut organisme. Très bien. Surtout ne pas mettre, comment on appelle ça, pour finir, pour ne pas mettre justement le Conseil de santé à un piédestal qui est limite comparable à celui des parlementaires. Il fallait dès le départ prendre la décision avec les parlementaires et le Conseil scientifique de manière collégiale et de faire justement les procédures de manière graduelle et pas de manière comme si tu tires les freins d'un coup et puis voilà quoi, la voiture part en carton. Non, il fallait faire de manière graduelle. C'est ça que la population n'a pas compris, il n'a pas suivi. Et c'est pour ça que maintenant les gens ils sont parano. C'est dommage. Merci. Alors bien sûr, hein. Alors ce qui est intéressant, chers auditeurs, faites pas trop long, mais en même temps on demande aux auditeurs d'être force de proposition. Donc c'est intéressant effectivement de pouvoir proposer et de ne pas juste. Donc là ça devient effectivement d'un seul coup intéressant. Ce que dit Raphaël est très intéressant dans le sens où, et ça sera ma prochaine question pour vous messieurs, est-ce qu'un gouvernement est capable de dire à chaque fois on ne sait pas, parce que dans cette crise Covid là, cette crise sanitaire, il y a une loque patché, il n'est pas savé, hein, et il s'adapte au fur et à mesure. Est-ce que si un gouvernement dit, à force de dire je ne sais pas, c'est difficile aussi de le croire demain aussi. C'est très complexe, je veux bien vous entendre là-dessus. 25 76 25, 2 auditeurs et après on y va. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour, allons-y. Bonjour Armand, Achille. Oui, bonjour, oui. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Moi, je pense que c'est toujours un exercice difficile, voire imprudent, d'analyser une crise au milieu de la crise. Le corona, on n'est pas encore sorti, on ne sait pas encore quand on va sortir. Mais quand même, on peut faire des points d'étape.
On peut dire par exemple que si Trump n'a pas été réélu aux États-Unis, le leader du monde occidental, c'est parce que le corona a certainement eu une influence. Peut-être, pas sûr, mais bon. Bon, il a quand même fait 75 millions de voix. C'est ce que j'allais dire. C'est quand même le 3e score depuis l'élection d'un président aux États-Unis. Donc bon. Et jusqu'à la crise du corona, le bilan économique, notamment s'agissant de l'emploi et du PIB, était excellent pour les États-Unis. Et les lecteurs états-uniens jugent les dirigeants sur essentiellement cet aspect-là. Le deuxième élément, c'est que s'agissant de la France, si aujourd'hui la réforme des retraites et la réforme constitutionnelle pour réduire le nombre, par exemple, de sénateurs n'est pas passé, c'est bien parce que le corona a empêché les choses. Et un troisième élément qu'on peut dire, c'est que tous les chassants savants nous disaient que le corona a été une catastrophe en Afrique, et on s'est rendu compte, donc on s'interroge sur le système immunitaire des Africains, qu'en dehors de l'Afrique du Sud, tous les autres pays africains ont beaucoup mieux supporté le corona que dans d'autres pays du monde. Que les Asiatiques et que les Européens, et que le corona a eu l'impact le moins conséquent, c'est bien en Afrique. Pourquoi je dis ça? Parce que moi j'estime que cette pandémie-là a servi de jeu pour voir l'état du monde. Et que les démocraties occidentales imparfaites, on a vu leurs limites. Et lorsque Gilles disait que chaque président a géré à sa façon, à sa façon, mais on le voit bien. Les politiques publiques ont eu un impact sur les conséquences par rapport à la population du corona. Et les pays qui ont pris les bonnes décisions au bon moment ont eu l'impact moindre. On est dessus. Très bien. Et nous, en Guyane, notre problème, c'est ça. C'est que comme nos décisions, s'agissant de gérer les crises sanitaires ou autres, sont prises à 8000 km, l'impact du corona en Guyane est démesuré par rapport à ce qu'on aurait pu faire. Très bien. Merci. Et aujourd'hui, on est encore dans cette situation. Il y a 15 jours, le pseudo-conseil scientifique guyanais nous annonçait la catastrophe. Et aujourd'hui, les chiffres nous disent que la deuxième vague, soi-disant, c'était une vaguelette. Merci beaucoup. Et que si on prend simplement les chiffres officiels qui nous sont donnés, il n'y a aucune raison que les mesures liberticides soient toujours en œuvre en Guyane. Là, vous êtes au cœur du débat. Merci. Armand. Oui. Il faut empêcher que les formes les plus offensives aujourd'hui du corona pénètrent sur le territoire guyanais. Merci, Armand. Ça, c'est un élément qu'il faut aujourd'hui prendre en considération. Merci. Oui, Armand. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, mon cher Armand Rachid, mais allez-y. Je termine. Oui. L'intelligence du peuple guyanais par rapport à la vaccination. Alors, non, sur ça, demain. Demain, j'ai Clara Debord. Je conclue sur ça. Mais j'ai Clara Debord demain. Autant le peuple français est paniqué, et tout le monde, sauf qui peut, va se faire vacciner, autant les Guyanais, ils ont compris que sur cet élément-là, on n'a pas suffisamment Clara Debord demain pour estimer la balance. Clara Debord demain, midi, dans le Grand Forum. D'accord ? Pas de souci. Clara Debord demain, on ne parle que du vaccin demain, à 12h. Clara Debord dans le Grand Forum. Un dernier, je sais que vous voulez intervenir. Dernier auditeur, il en attend depuis un moment. Et ensuite, on revient sur le plateau. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allons-y, merci de votre patience. Allons-y. Je vous en prie, oui, c'est Guyane. En fait, en parlant d'incertitude, je voulais juste savoir, alors, est-ce qu'on est certain que le gouvernement, en tout cas, est-ce qu'il y a un accord, alors, dès le départ, sur l'origine de ce virus? C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, lui, il a annoncé qu'on était en guerre. Hein. Je n'ai pas entendu parler de crise. Et si on est en guerre, bon, en général, on connaît, même si on ne connaît pas l'identité de l'ennemi, mais au moins le responsable. S'il y a des morts dans votre pays, vous êtes président d'un pays et que vous êtes en guerre, il y a un responsable au départ. Alors, est-ce que, la première question c'est ça, est-ce que l'origine, parce qu'on parle, on a entendu un tas de choses,
j'ai pas entendu le gouvernement dire qu'il ne savait pas. Hein. Alors, est-ce que c'est un animal? Non, ils l'ont dit plein de fois. Ils ont dit clairement, justement, vous avez raison. Ils n'ont pas dit qu'ils savaient pas. Ils ont dit que c'est le pangolin, le fameux pangolin sur un marché du Wuhan qui est la source. D'accord. Bah, donc, c'est récemment. Mais, non, mais depuis l'année dernière. Non, quand je dis récemment. On va parler. On laisse l'auditeur finir. C'est intéressant ce qu'il dit. Mais c'est l'argument Laissez-le finir. J'ai juste entendu qu'on était en guerre. Bon, oui, bien sûr. Les guerres, après 14-18 et 39-45, donc ça veut dire que là, on est parti au moins pour 4-5 ans. Bon. Sinon, la deuxième question, c'était l'autre, l'incertitude, c'est sur justement la gestion de la crise. Alors, la question est peut-être pour Gilles, en tant que directeur de médias. Oui. Justement, quand on rappelle chaque jour le nombre de cas, de morts, etc., est-ce que vous êtes payé pour ça? Est-ce que les médias on leur impose ça ou est-ce Très bonne question. Oui, j'aime bien la question. C'est une bonne question. Je dis parce qu'en fait, moi, je me demande, quand je respecte pas la règle, si je sors après le couvre-feu, c'est 135 €. Par contre, quand l'État ne respecte pas ses engagements vers l'hôpital, par exemple, j'entends beaucoup parler de ça, on est toujours à la même situation, je veux dire, qui paye? Qui rappelle ça à l'État, en fait? Qui rappelle nous, on nous rappelle chaque jour, il faut pas sortir, il faut faire ci, il faut faire ça. D'accord. Et si on ne le fait pas, il y a une amende. L'État ne respecte pas ses engagements vis-à-vis de l'hôpital. Qui paie l'amende et qui rappelle ça à l'État chaque jour comme nous, on nous le fait? Et la dernière question. Malheureusement, Clara Debord sera là demain. Oui, demain, ouais. Mais le standard sera complet. Bon, pas forcément. Il y a une autre responsabilité ici. Lorsque l'État ou l'ARS, alors l'ARS c'est peut-être le mot qu'on lui a dit de dire, nous dit au départ que le masque n'est pas obligatoire. Ok? Et qu'ensuite, on nous dit que c'est obligatoire. Ça veut dire que les morts qu'il y a eu entre-temps, la responsabilité vient du département de santé parce qu'ils avaient dit que c'était pas obligatoire. Est-ce qu'ils se sont excusés? Est-ce qu'on a eu un mot d'excuse de l'ARS et du gouvernement nous disant nous nous excusons? Et est-ce qu'ils se sentent responsables donc de cet échec? Puisque je dis bien si, parce que je n'y crois pas vraiment, mais si le masque était pas obligatoire au début et qu'il y a eu des morts entre temps, ils sont responsables. Bon, on a écouté tout ça. Est-ce qu'ils ont eu des mots d'excuse et comment ils vont porter cette responsabilité-là? Parce que là, j'ai l'impression que c'est que la population qui est toujours responsable de ne pas faire ci, il faut laver les mains, il faut pas sortir, il faut rester confiné, mais et les responsabilités qui sont au-dessus de nous, qui les payent? Bon, très bonne question tout ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Alors tous les auditeurs ont fait un peu long, mais très très intéressant, très éclairé. Nos auditeurs, franchement, j'ai encore 20 questions, mais les auditeurs ont posé 1000 questions. Les trois dernières rapidement parce que et David. On va juste dire aux auditeurs Alors je dis aux auditeurs, n'essayez pas d'appeler, j'ai bloqué le standard parce que là sinon et je vais réouvrir tout à l'heure. Rudy. Il y a la Cour de justice de la République. Ça on en a déjà parlé beaucoup. Quand vous voulez, vous citoyens, vous saisir d'un sujet comme l'auditeur vient de le dire, c'est tout à fait possible. C'est dans les institutions françaises. Donc c'est pas interdit. Vous pouvez attaquer l'État. Un citoyen peut attaquer l'État. Ou le gouvernement en particulier. Bon. T'as intérêt à être clean quand t'attaques l'État. Bon, après, c'est ma petite boutade. Continue. Alors, bon. Alors, tout seul, évidemment, non. Il y a le collectif Justice Covid. Vous avez entendu parler de... Constituer en association, ou une association. Ou un collectif. Ou une association de fait, c'est un collectif. C'était pour vous faire dire ça. Donc, il y a des collectifs. Il va pas seul, quoi. Et il y en a un dont on entend parler, on va en entendre parler, c'est le collectif Justice Covid. Absolument. Bon, par exemple. Et bref, donc il y a pour répondre à l'auditeur, non, on n'est pas non plus. C'est dans ce sens que beaucoup ce gosse aime à redire non, on n'est pas en dictature parce que. Exact. Mais bon, c'est vrai que on peut pas le nier, ça existe dans les institutions. Après, il y a bien d'autres mécanismes. Par contre, l'État ne peut pas se condamner lui-même. D'accord ? Sur un principe tout simple, c'est que moi, Rudy, ou toi, Gilles, ou toi, David, tu ne peux pas te condamner toi-même. Vous comprenez ? Absolument, c'est basique. Moi, je dis non. C'est le principe. C'est le principe. Ah non, mais c'est pas philosophique, David. C'est le principe juridique. La justice s'organise sur un certain nombre de principes. C'est ça. C'est que vous ne pouvez pas vous attaquer vous-même. Voilà. C'est ça. Voilà. Il faut un qui attaque. Et un qui défend. Façon de parler. Oui. Bon. Le système judiciaire, mais pas qu'en France, mais bon, c'est la logique. Donc, à partir de là, c'est une deuxième réponse par rapport à la deuxième question. Et puis, la troisième question, j'ai essayé de retenir, mais c'est un peu plus large.
je passerai aussi la parole à David là-dessus, c'est que moi j'ai presque envie de dire, même par rapport à ce qu'Armand dit, nous sommes, et on l'a redit, nous sommes sous l'article 16 de la Constitution qui met tout ça en place, dans le cadre d'un état d'urgence qualifié de sanitaire. L'état d'urgence, c'est un moment, c'était dans les textes de la Constitution française, c'est que là, la France est en guerre, il y a une attaque de grande envergure, elle est attaquée. L'article 16 de la Constitution permet donc au gouvernement, et particulièrement au président de la République, de décréter l'état d'urgence, sous contrôle du Parlement. Ok ? Ça, il faut que tout le monde comprenne ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revient sur les mêmes débats. Donc, les mesures qu'on nous impose, liberticide, pas liberticide, quand on dit que c'est liberticide, ça veut dire que dans la Constitution française, il y a un problème à l'intérieur même de la Constitution française, dans cet article 16. C'est l'article 16 carrément qui est liberticide. Et c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Quand on veut faire un bilan, enfin nous, humblement, mais à notre place, on ose. Ok, on fait le bilan aujourd'hui. Je suis désolé, en ce qui me concerne, je me pose la question de savoir pourquoi il y a un état d'urgence sanitaire pour gérer une épidémie en France. C'est ça le vrai sujet. Ça veut dire que les institutions telles qu'elles sont, classiques, traditionnelles, dans son fonctionnement démocratique, la France ne peut pas, comme d'autres pays, combattre une épidémie de ce type. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut aller dans des dispositions spécifiques, spéciales, comme si c'est une guerre. Donc il y a un vrai sujet, et c'est un sujet franco-français. C'était la question. Moi, je me permets comparer cette crise sanitaire à une situation de guerre. Il y a un problème. Comme l'a dit Emmanuel Macron. Que la France n'est pas capable. De ce qu'on a entendu, David, alors on est en plein dans le débat du jour. L'après-Covid. Oui. Après Covid, il y aura d'autres épidémies. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. On ne sait pas encore si elles vont tuer plus, si elles vont tuer moins. C'est une chose est sûre, il y a de fortes chances qu'elles tuent. Parce que la mort existe et fait partie de notre vie. Mais on sera peut-être encore en état d'urgence. Mais voilà, et c'est ce que dit Rudy. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un état d'urgence pour gérer une épidémie? Et sous-entendu, est-ce que tant qu'il y aura une épidémie, on sera en état d'urgence? Et par voie de conséquence, c'est ça la question. Est-ce qu'on sera encore privé de liberté qui, hors état d'urgence, nous sommes normales et acquises? Elles nous semblent tellement normales et acquises. On ne peut pas y toucher. Mais voilà, elles sont tellement normales et acquises qu'on trouve ça anormal, voire perçu illégal. Avant de te laisser poursuivre, je rajoute quelque chose dans ta réflexion, la réflexion de Rudy également. Est-ce que, on parle d'état d'urgence, est-ce que le gouvernement lui-même avait tellement peur, ne savait même pas où il mettait les pieds, qu'il met en place cet état d'urgence? J'ai l'impression que ça, c'est le début de quelque chose qui a fait... Non, je mets ça dans la réflexion. Je mets ça dans ta réflexion. Moi, je peux te faire qu'une réponse politique. Je fais ça dans la réflexion et je me dis que demain, prochaine épidémie, on a l'expérience, on sait comment gérer. Voilà, je mets ça dans votre réflexion. David, je me pose sur la réflexion que je menais tout à l'heure, mais qui au final ira dans ce sens, parce que c'est dans cette fameuse définition de la démocratie, la comparaison entre la démocratie et le système autoritarisme, et en fait j'ai envie de dire les limites de la démocratie. Et on y est. Rudy voulait intervenir par rapport à ce que tu viens de dire. Je crois que je vais te laisser la parole pour y répondre, et ensuite je reviens là-dessus. Ok, d'accord. La réponse politique, parce que c'est une question finalement qui, pour moi, je l'entends comme étant politique. Moi, je l'ai vu bégayer, le gouvernement, ne pas savoir où aller. Oui, mais c'est pas le seul. Je crois que, bon, d'une part, mais ce qui est pas étonnant non plus, et puis c'est pas nouveau, je veux dire, dans l'histoire. La guerre en 1937, 1938, jusqu'à 39, il y a un bonhomme en Europe qui équipe une nation de manière puissante et il se prépare à faire la guerre. Le gars en question, qui s'appelle Adolf Hitler, se permet d'annexer des territoires et tout. Ça dure des années, le bégaiement des Européens, notamment France, Angleterre. Donc là, je prends un exemple concret. C'est-à-dire que, voilà, moi, je suis pas plus, ils savaient pas quoi faire, un gouvernement ne sait pas, évidemment. Heureusement qu'ils savent pas. Ouais, sur le coup, je suis totalement d'accord avec toi. Donc là-dessus, donc dans le fonctionnement politique, il y a rien d'étonnant. C'est logique. Par contre, par rapport à ce que tu dis, ne pas savoir, c'est une chose. Mais ensuite, quand on ne sait pas prendre ce genre de décision, état d'urgence sanitaire, on est en guerre et ceci et cela, alors qu'on ne sait pas, c'est soit, comme disent certains auditeurs, et je les rejoins, finalement, ils savent,
ou alors ils ne savent pas. Et s'ils ne savent pas, c'est encore plus grave. C'est-à-dire qu'on va sur l'outil le plus terrible, le plus, pour le coup, institutionnellement liberticide. On va sur l'état d'urgence sanitaire, quoi. Ok, c'est le dernier niveau. Il n'y en a pas d'autre après. Donc, d'emblée, ok, moi je me dis, quand tout le monde a entendu ça, déjà on est en guerre, et puis ensuite état d'urgence, on s'est dit, waouh, le truc, on risque d'être comme si c'est la variole, quoi. Aujourd'hui, on pouvait même s'attendre à être à 300 millions de morts, hein, quand on entend Souvenez-vous Mars. C'est la vérité, c'est vrai. Maintenant, réponse politique à ta question, et je termine là-dessus. Moi, je crois qu'effectivement, à un moment donné, on ne sait pas. À ce moment-là, on prend, comme certains gouvernements l'ont fait, il y en a qui sont plantés. Boris Johnson s'est complètement planté, par exemple. Et on prend le temps. Les États-Unis, dans leurs institutions n'ont pas bougé. Hein. Ils ont juste changé de président. Et là, il y a un président qui met le paquet. Le mec, il achète du vaccin en masse et tout. Mais il utilise les institutions telles qu'elles sont. Il n'y a pas de statut ou d'état particulier. Absolument. Moi, c'est ça qui m'interpelle. Et effectivement, David a raison. Débat. Ça veut dire demain, est-ce que ça va être la méthode retenue à chaque fois qu'il y a une épidémie ? La méthode. Allez, David. C'est tellement simple de dire, oh, t'as pas bon. Mettez-vous à la place de Macron. J'ai vu un président, contrairement à ce que j'ai entendu tout à l'heure, qui a dit, je ne sais pas. J'ai vu un premier ministre l'an dernier qui a dit, on ne sait pas. J'ai jamais vu ça avant. Par contre, il y a des choses qu'ils savent, hein, quand même. Oui, mais bien sûr. L'état du système de santé, il le savait. C'est qui savent, érudit. C'est ça la vérité. Ce qu'on sait. Il y a des choses qu'ils savent. Pardonne-moi une chose. Ce qu'on sait. Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'interrompre, pour une fois, pour changer. Les masques, on connaissait les stocks. Pas assez. Les circuits d'approvisionnement, et pire, pour voir de manière endogène, c'est-à-dire sur le territoire national, pour voir produire du vaccin, du sujet, on savait. Ensuite, tout l'état de l'hôpital. Ça fait 20 ans qu'ils sont dessus. Ça fait 20 ans que l'hôpital est en crise en France. Donc, il y a quand même des choses qu'ils savaient. Et qu'ils savent aujourd'hui encore. Donc, mais il y a aussi peut-être beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle de méthode et de modèle. Après, bon, ce que croit un politique. Non. Et je suis sûr que tu seras d'accord avec moi. Je crois qu'aujourd'hui, on pourra partager un café sans problème. Je crois que les États occidentaux se sont vus trop puissants par rapport à ce que faisait la Chine, par exemple, et ce comportement qui est prêt à parer à quelle que soit l'épidémie. Notamment le port du masque généralisé, etc. Ce qui, quelque part, est déjà une privation de la liberté pour nous. Oui, bien sûr. Mais comme à l'instar de leur gouvernement. Et ils se sont tellement sentis, je dis je suis là-dedans, on s'est tellement sentis au-delà de tout ça, dans un autre monde plus machin, qu'au final on prend une grosse calotte. On prend une grosse calotte et puis là, effectivement, on revient quelques années, mais ça fait longtemps qu'on entend les infirmières dans la rue, les médecins, etc., et pas qu'en Guyane, qui disent attention, il faut nous aider sur la santé. Ça fait longtemps qu'on sait que les budgets diminuent. Mais à part les professionnels du secteur qui a défilé pour dire, bon, je parle de façon nationale, oui, il faut faire quelque chose pour la santé. Non, parce qu'on se dit, bon, j'ai un problème, je prends un avion, je vais là. C'est-à-dire, on a oublié qu'une épidémie peut arriver. Et en l'occurrence, c'est ce que je disais, il y a tout ce qu'on croyait, et y compris le gouvernement, puisque c'est eux qui prennent ces décisions. Donc, ils croyaient que nous étions à l'abri d'une façon ou d'une autre, qu'on pouvait contenir ça. L'histoire a montré que non. L'histoire a montré qu'effectivement, les stocks stratégiques doivent être pas laissés forcément à l'appréciation d'un petit nombre, mais peut-être un plus grand. Peut-être qu'à un moment, avant de prendre des décisions comme ça, qu'on consultera maintenant un conseil scientifique pour savoir s'il faut qu'on diminue ou pas les stocks stratégiques et j'en passe. Il y a des leçons à prendre de ça. Maintenant, et ensuite, avant ma prochaine question. Et ensuite, les auditeurs. Sur le fait des chiffres. J'ai entendu dire, ça veut pas de moi, j'ai entendu ça il y a quelques mois, mais j'ai trouvé ça vachement intelligent et c'est un médecin qui le disait. Pour le moment, en direction, au niveau de la santé là, en France, les chiffres ne montrent pas. Les chiffres ne montent pas. Les chiffres, ils sont là, les chiffres, ils ne montent pas. Par contre, on peut faire mentir les chiffres. Et je crois que les mesures qui sont prises, c'est justement dans ce sens. Parce que qu'est-ce qui se passe dans cette crise de Covid ? On n'a jamais vu autant de modèles. Je parle modèle en termes de projection de chiffres, de ce que ça va donner et de résultats, etc., qui sont sortis. Et heureusement, parce qu'on n'a jamais atteint ce niveau de connaissances et de moyens techniques pour pouvoir modéliser ce qui va se passer. Et c'est parce que cette modélisation est tellement forte et fait peur que du coup, on se sent obligé de prendre des mesures drastiques sans compter que là, dans le cas précis de celui-là, il faut attendre 15 jours pour savoir si le truc a un effet ou pas. C'est terrible, c'est un stress permanent. J'imagine qu'un dirigeant qui doit gérer ça, quel que soit le pays, va être arrêté.
Je perds mon fil sur le dernier. Il y a par rapport à ce que tu viens de dire. C'est bon, tu vas retrouver ton fil? Parce que j'ai une prochaine question avant les auditeurs. Alors, l'erreur est l'entrée en matière de mon noble posture sur ce siège à Radio Péry du président d'avoir dit on est en guerre. Car il ne s'agit pas d'une guerre. Une guerre est un ennemi identifié qu'on peut voir, qu'on sait qu'il est, ou je ne sais quoi. Tout savait côté tout cas tiré. Là, c'est un ennemi invisible. Un ennemi, le Covid, on ne la voit pas. En toute manière. Donc, tu sais pas d'où ça peut venir. À tout moment, tu as peur. C'est comme un drone, là, au-dessus de ta tête. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est une catastrophe naturelle, si on devait les comparer au modèle. C'est un truc qui arrive que tu n'as pas pu prévoir. Tu aurais pu, en fait, au mieux, même les catastrophes naturelles, on peut même techniquement aujourd'hui essayer de les anticiper dès qu'on sent qu'il va y avoir des petits signes. C'est ce qui s'est passé. On a vu un petit signe qui sortait de la Chine, par contre, qu'on n'a pas pris en compte. Oui. Je dis, mais non, nous qui arrivons, bon, quand c'est une grosse vague, mais non, ça va qui fait moyen. Pas aller là, mais non. Et finalement, tu te rends compte que la vague est plus forte. Donc, il faut penser catastrophe naturelle plutôt que penser guerre. Et c'est parce qu'on a dit guerre à tout le monde que tout le monde ne comprend pas qu'aujourd'hui on nous dit qu'on est en guerre et qu'à 10 autres, restez là tranquille la maison, pas, tu ne prends pas d'armes et tout, on est en guerre mais tu peux pas te battre. Car quand il y a guerre, on dit à la population, allez-y, prenez les armes, on machin, on va chercher, on trouve des alliances. Là, il n'y a pas ça. On est dans une gestion d'une catastrophe naturelle. Donc si tu es en train de dire ça, pour ma prochaine question, je vais être mais vraiment très terre à terre. Tu as un chef d'armée qui dit, on est en guerre, on n'a pas identifié, enfin, on est en guerre contre un ennemi invisible, on ne peut pas prendre les armes pour le combattre, ça veut dire que le gouvernement est encore plus puissant pour gérer les soldats, et les soldats, c'est même pas des soldats, c'est des boutons. Essaye d'expliquer avec ce fameux... Non, ça ne veut pas dire ça, tu vas aller plus loin. Non, mais je suis terre à terre. Mais j'entends, mais c'est ce que Rudy essaye d'expliquer depuis tout à l'heure sur l'article 16. Oui, bien sûr. Les Français sont les plus grands râleurs du monde. Priver un Français de sa liberté, le truc est égalité, liberté, c'est un problème. Pas plus qu'un Hollandais qui, avec un couvre-feu, fait 3 jours d'émeute. Oui, mais c'est pas si souvent que ça. Continue. Dans leur histoire même. Oui, bien sûr. Dans le concret, là, aujourd'hui, le président, il doit t'annoncer d'une façon qu'on va te priver de liberté. Parce que par contre, il y a des modèles sur lesquels il n'y a pas qu'à communiquer vraiment, mais là, au moment où il fait cette annonce-là, il sait qu'il a une patate chaude dans la main et que les autres représentants du monde ont la même. Donc, forcément, on nous dit pas tout. Je n'étais pas là. Chacun gère à sa manière. Mais j'imagine effectivement qu'il n'a pas donné toutes les informations qu'il avait en ce moment et c'est quelque part logique et normal. J'entends parce que là, c'est la règle et en même temps, il vaut mieux. Là, c'est l'autre savait tout bêtement. Dieu, des fois, Tu veux rebondir là-dessus? Oui, et on enchaîne. C'est juste rappeler, je crois qu'on l'avait dit déjà aussi, la science, le sanitaire, l'appareil sanitaire, médical et la science aussi. Depuis les confins de l'humanité. Je parlais des années 140, 148, les premières grandes épidémies mondiales. Comment l'homme se préserve d'une épidémie depuis ce temps-là? C'est des millénaires. Automatiquement, c'est pas calculé, c'est pas politique ça, c'est pas des décisions, mais automatiquement les groupes humains se rassemblent quand il y a une épidémie, une maladie qui arrive, ils s'enferment, on met des enclos. Mais ça, c'est l'humain, c'est l'être humain, c'est l'instinct de survie. Oui, c'est l'instinct de survie, oui. Ils se rassemblent et ils s'enferment. D'où confinés. On se retrouve ensemble. Il fait en sorte que rien n'entre et que rien ne sort dans l'enclos, dans l'espace confiné. On l'a vu, d'ailleurs. C'est l'arme. On l'a vu, oui. Et donc l'expérience médicale, scientifique, dans son rôle d'observation, parce que la science c'est d'abord ça, c'est observer, c'est la première étape, on observe. Eh bien au fil des siècles, eh bien tout ça a été étudié, analysé par un certain nombre de scientifiques. Alors pour part en Europe, mais pas seulement, dans beaucoup de nations du monde, en Afrique, Aztèques, Incas et tout, donc les grandes sociétés civilisées. Confinement. C'est ça. Et puis effectivement, on se rend compte que l'épidémie, alors il y a la fameuse, les 80%, enfin c'est ce que les Européens ont déterminé dans leur approche, l'auto-immunité, oui, si je me trompe pas de terme. Bref, on s'immunise collectivement et puis l'épidémie tend à disparaître. Et c'est comme ça qu'à l'observation, on a vu les choses se faire dans le monde. Là, il n'y a pas de débat, c'est des faits historiques. Quand Emmanuel Macron, en 2020,
on vient certainement lui dire, bon, écoutez, on a merdé, ça fait 2 mois qu'on raconte un peu n'importe quoi, on a une affaire sérieuse sur les bras. Il a 2 problèmes. Il a le scientifique, le sanitaire qui lui explique, c'est une épidémie, monsieur le président. La seule façon de combattre une épidémie, et on est au 21e siècle, il faut confiner. Attends, une épidémie qu'on ne connaît pas. Même si, voilà. Oui. Parce que quand tu la connais, tu peux, voilà. Ben, si tu la connais, en général, tu as des médicaments, voilà, des traitements, c'est pour ça que je dis, voilà. Il faut confiner, monsieur le président. C'est comme ça. On confine. Ensuite, on va effectivement traiter. Donc, on va essayer des médicaments pour traiter les symptômes, ainsi de suite. Et puis après, pendant qu'on confine, il y a la recherche qui va travailler un vaccin. C'est comme ça. C'est pas autrement partout dans le monde. Ensuite, à côté de ça, il a certainement aussi des personnes qui lui expliquent, mais comment confiner les Français en 2020 ? La seule arme qu'ils ont trouvée à cette époque, c'est de se dire, ok, pour que les Français l'acceptent, et pour pouvoir le faire, réglementairement parlant, je vais activer l'article 16. Parce que confiner, ça veut dire que je vais priver les gens de leur liberté. C'est ça la logique. Bon, Rudy, encore technique, quand on gouverne, il a fait ça. Peur. Bon, techniquement, on a tout compris. Non, mais tous les moi, c'est la seule analyse, du haut de ma petite expérience, que je peux faire, qui me paraît la plus logique. Très belle analyse, c'est pas que celle du gouvernement local, en l'occurrence. Ça veut dire que tous ceux qui étaient, non pas liberticides, mais au contraire, qui disaient on peut s'entendre, on est en société moderne, façon de parler, bref, tous les occidentaux, la seule façon de faire ça, c'est faire peur. Et quand je dis faire peur, c'est pas ce que vous dites. Non, mais je vais plus loin. Ça a été son choix. Je vais plus loin, oui. Et le fait de dire on est en guerre, voilà, devient un moyen à cette solution. Et le fait de dire en guerre, légitime l'état d'urgence. Est-ce qu'on peut se poser la question, pourquoi pas, les auditeurs peuvent le dire, imaginons, on peut toujours refaire le monde avec des si, mais les Français et nous aussi, du coup, est-ce qu'on est finalement pas si mûrs que ça, si irresponsables que ça, pour être en capacité d'entendre un autre discours, qui est de dire, écoutez, voilà l'enjeu. C'est une vraie question. La seule manière de nous protéger, c'est se priver de nos libertés pendant un temps, et cela, sans avoir à passer par tout ce tralala. Donc voilà, c'est un peu ça l'approche. Avant d'ouvrir pour les auditeurs, quand même une question. Désolé, chers auditeurs, n'appelez toujours pas, le standard est toujours bloqué. Pensez-vous donc que cette crise sanitaire va changer nos rapports sociaux ? Je vous pose la question à vous, et c'est la question qu'on posera également à nos auditeurs. On va débloquer tout à l'heure. Pensez-vous que cette crise sanitaire va changer nos rapports sociaux ? Rudy, David ? Inéluctablement, oui. On a vu ce qui s'est passé ce week-end, la notion du respect qui revient, etc. Je vais te dire qu'avant la crise, j'allais quelque part avec mes enfants et qui n'ont pas dit bonjour. Je dis, mais comment tu n'as pas dit bonjour ? Si c'est la famille, va faire une bise à un tel, etc. et tout. Là, après la crise, tu peux pas être aussi dur. Alors, premier changement, tu vois, c'est d'agir dans le rapport à l'humain va changer. Même attends, toka check des moun, en rendez-vous officiel, toka check. mais ça, c'est un truc à chaque fois. Alors que ça soit check ou le coude, mais dans tous les cas, tu es gêné. Ça veut dire que tu es capable, j'allais dire de voir un ministre, mais c'est vrai en plus, et de venir de check avec le ministre. Non mais allô quoi. Moi, le rapport à l'humain, il change. Tu arrives dans un entretien d'embauche. Ah mais ça il fait check. En fait, je trouve ça. Ouais. Oui, mais c'est une réalité. On parle d'après Covid. Donc toi aujourd'hui, ces postures vont changer. Est-ce qu'on va le faire à la chinoise voilà. On va saluer, bon, on le voit pour ceux qui regardent l'antenne. Au-delà du salut, David. Voilà. Non mais j'ai compris. C'est un vrai changement parce que ça induit le reste. Travail, je dis travail. Une poignée de main, nom de Dieu, est chaleureuse. Un hug, enfin, quand on se tient comme ça, est aussi chaleureux. C'est quand même un moyen où on est plus proche de l'autre. Donc je crois que l'après-Covid risque effectivement d'éloigner les gens en termes sociétal. Non, mais peut-être qu'après le Covid, on va pas checker. Non, mais ce que je veux dire, c'est que travail, environnement, consommation, voyage, spiritualité. Mais si tout ça change. Plusieurs voix s'accordent pour dire que cette crise va profondément nous transformer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ? David, tu dis oui. Rudy, et ensuite les auditeurs. Profondément. J'ai pas la même réponse. On verra. Il y a le rapport humain et les habitudes. Si demain on vous dit que tout va bien, à nouveau on se fait la bise, à nouveau on se serre la main, David. Pour moi, il y a les rapports humains. Vas-y. Il y a les rapports humains, donc les relations entre les hommes, et puis les habitudes, les mœurs sociales. Pour être un peu pompeux, c'est le terme en sociologie. Rapport humain et habitudes. Ce qui, de toute façon, va changer, mais ça change tout au long de nos vies, ce sont nos habitudes de vie.
la manière dont on va consommer, la manière dont on va effectivement se dire bonjour, amener du respect intergénérationnel, c'est-à-dire les plus petits par rapport aux plus grands, ainsi de suite et tout. En préparant cette émission, Rudy, tu nous disais, en préparant cette émission ensemble, tu nous disais, c'est fini, on vivra plus comme avant. Oui. Explique. Par contre, là, les habitudes, elles vont changer, mais c'est pas nécessairement une épidémie. Hein. Je crois que on a bien compris. Oui. Par contre, s'agissant des rapports humains, l'humain, il y a une chose qu'on pourra jamais changer, c'est qu'on n'existe qu'à travers l'autre et qu'avec l'autre. Pour faire un chemin avec l'autre. Bref, on se définit par rapport aux autres, ainsi de suite. Ouais. Ça, c'est notre nature humaine. Tout à fait. Donc, moi pas bon Dieu, moi c'est si bon Dieu en la tête, qui a un sentier qu'on incarné pour dire autrement. Mais, je suis désolé, je sais pas analyser les choses autrement. Donc, le rapport humain restera, in fine. Ce sera pas le même. Non, les habitudes, la manière dont il va se développer va évoluer comme tout le temps. Mais le rapport, quand j'entends le rapport, d'ailleurs, c'est ça la qui pose relation problème. entre les humains. Elle est immuable, elle est extrêmement nécessaire. Tu es d'accord avec moi qu'elle va devoir être J'ai débloqué le standard, je le dis pour les auditeurs, j'ai débloqué le standard. Alors, je termine là-dessus. Laisse-le finir. Elle est impossible à rompre, cette relation. Maintenant, qu'est-ce qui va par contre changer dans le monde après Covid ? Ça n'a rien à voir avec l'humain. C'est systémique, dans le sens de système. L'organisation des marchés financiers, de production, ainsi de suite. L'organisation des systèmes économiques. L'organisation des rapports économiques aussi. Et ainsi de suite. Ça va changer. Mais à chaque crise, et pas forcément sanitaire, ça a changé. La crise de 29, histoire encore, c'est important. Aux États-Unis, crise de 29, enfin aux États-Unis, ça démarre aux États-Unis, effondrement de la bourse. Je vous signale que ça nous amène quand même à une guerre mondiale. Absolument. Donc, au niveau des systèmes financiers, économiques, oui, il y aura obligatoirement des changements, il y en a déjà. Alors, David et les auditeurs. Je vais faire en 30 secondes. Allons-y, il n'y a pas de souci. La seule différence avec tous les exemples que Rudy a cités, notamment la crise de 29, qui est un très bon exemple. Tout à fait. C'est le niveau de perception de cette peur. Le niveau dont cette peur est partagée. Et après la peur, c'est compliqué de revenir à une situation sans peur. Tu auras beau dire aux gens, il n'y a plus la Covid. En fonction du vécu de la personne, de sa science, en fait, de sa connaissance et de son âge, les réactions seront totalement différentes. Vous croyez ça ? C'est par rapport au système. Vous croyez ça ? Oui, parce que par exemple, là, je prends un exemple et je suis un peu d'accord avec David. C'est pour ça que je parle du système là. Vous pensez pas que l'homme revient sous... Mais c'est pas possible. Non, c'est une question que je pose. Le système politique, j'ai cité le système économique, mais c'est vrai que tu as raison, j'ai complètement oublié le système politique. Demain, en ce qui me concerne, je vais parler pour moi, les auditeurs me diront s'ils sont d'accord. On sort de ça. Ma réflexion aussi là-dessus. On sort de ça là. Oui. Demain, il y a élection, tout bagage. Le mec qui va venir en face de moi pour dire vote pour moi, je vais lui poser la question aujourd'hui. Je dis demain là, il y a une épidémie, vous gérez comment par contre vous ? Vous recommencez encore l'histoire là, état d'urgence machin ? Pour moi, ça va être fondamental. Dans ce sens politique, oui. Donc ça, il y aura des changements. Mais dans le sens des habitudes. Rappelez-vous juste, l'histoire nous le raconte. Non, mais David, je rajoute. Rappelez-vous, je ne sais plus combien d'années ça dure, en Guadeloupe, le fameux blocage LKP, la vie chère, etc. C'était il y a 10 ans déjà. 2008. Ça passe. C'est 2008. C'est après nous. Ça a enchaîné en même temps. 2008. D'accord ? Où les gens avaient pris des habitudes par rapport à ce blocage. Où il y avait des débats en Guadeloupe, on se rappelle. Aller voir la petite dame, etc. Consommer différemment, etc. Quand le déblocage a eu lieu, tout le monde est retourné dans les supermarchés. Tout le monde a repris dans la même chose. Tout le monde a repris sa vie normale, etc., etc. Certes, on ne parlait pas d'une crise sanitaire qui faisait peur. C'était un blocage sur l'économie, sur la vie chère, etc. Alors peut-être que par rapport au sujet qui était différent, peut-être que vous avez sûrement raison. Mais sur l'habitude d'un individu, tu auras plus de ventes à distance. L'être humain reprend très très vite. Mais non, parce que tu auras plus de... Il s'adapte. Il va consommer différemment. Il s'adapte. Mais j'entends ce que vous dites. Mais ce qui fait la clé de voûte de ce que Rudy dit là, c'est systémique, ça veut dire quelque part, traduisez, inéluctable, ça va changer, machin, etc. La peur. Il n'y a rien de plus fort que la peur. Et alors augmenter un tel niveau... On en parlait, souvenez-vous, la semaine dernière entre nous. On disait quand même que 99%, plus de 99,90% des personnes survivaient au Covid. Absolument. Pourtant, le message qui est passé, c'est la Covid tue. Combien de morts, oui. Il y a donc effectivement, c'est ça le problème. On enchaîne les auditeurs. Allez, 3 auditeurs.
Ça sera même les 3 derniers. 25 76 25. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allons-y. Bonjour, on vous écoute. Oui, Patrice. Ah ouais, ça tombe bien, on parlait de la Guadeloupe. Oui, bonjour. Bonjour. On parlait de chez moi, oui. Bonjour, Widi. Bonjour, David. Bonjour, Patrice. Messieurs, juste une question. Quand vous me parlez d'après-Covid, vous êtes à quelle année, quelle date Très bonne question. Et là, il faut qu'on prie ensemble si tu pries. D'accord. Mais il faut en parler. Voilà, j'ai toujours prié, je suis pour la sélection naturelle. Il n'y aura pas d'après-Covid. Il y aura toujours le Covid. Il a déjà tellement évolué qu'on ne sait plus s'il faut se battre contre celui du Brésil, contre celui de la il aura peut-être un autre numéro. Donc, moi, je vous dis, il n'y aura pas d'après-Covid. On va vivre autrement. Très bien. Merci Alors, beaucoup. C'est vrai qu'on n'a pas dit peut-être la semaine dernière. Les scientifiques sont au moins d'accord sur un point, c'est que de toute façon, on sait que c'est un coronavirus. H1N1, c'est la racine, c'est la famille. Ça a toujours existé, en gros. Bien sûr. On appelle ça la grippe. C'est des virus. Donc, par contre, on a l'assurance que, malheureusement... mais j'aime beaucoup qu'on me ce virus... ça, pardon, mais on a condamné les chefs d'État qui disaient ça. Oui, mais ça a toujours existé. La grippe espagnole, c'est un H1N1. Voilà, donc effectivement, tu as raison. Est-ce que ce sera Covid-21, Patrice n'a pas tort. Donc, la vie avec les virus, de toute façon, on va pas s'arrêter. Par contre, c'est sûr. Bien sûr, on est d'accord. Avec le masque... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et faudra-t-il toujours se masquer? On va le gérer différemment. Personnellement, j'y crois pas. Faudra-t-il toujours se masquer? Si Gilles, je pense que le gouvernement décide. Non, mais si demain, plus ou moins les chiffres. Oui, quand on fait des missions, t'aimes faire des suppositions. On ne rend pas le masque obligatoire. Oui, parce que c'est l'avenir. Rudy, David. On ne rend plus obligatoire le masque. Rudy, David. Tu feras quoi? Vous porterez le masque toujours ou pas? À un moment donné, l'être humain, je veux dire, on est des êtres humains, on n'est pas né avec un masque. L'être humain ne pourra plus de ce masque, ne pourra plus de ce confinement, de ce couvre-feu, ne peut le déjà. Tu n'as quand même pas répondu à la question de Rudy. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ça veut dire que c'est plus obligatoire, tu portes plus de masque. Tout dépend de mon degré de connaissance sur le Covid, sur la pandémie, sur Rudy, je te trouve excellent. Non, mais oui. Rudy est excellent. Il faut le dire, il est excellent aujourd'hui. Et c'est une question que je pose aux auditeurs. C'est une vraie bonne question. Ça veut dire, on t'oblige pas à le faire. Est-ce que tu le fais? C'est ça. C'est ça le fond. L'après-Covid, c'est ça. Chaque personne a sa réponse personnelle. D'où la nécessité d'avoir la bonne information et la bonne instruction. Et j'entendais un médecin qui disait, mais renseignez-vous. Et le problème, j'ai l'impression de me retrouver à la semaine dernière. C'est compliqué. J'ai failli dire, tu parles. Tu te renseignes, t'as des informations contradictoires en permanence. C'est pas ça. Faut accepter qu'on ne sache pas. Et c'est normal. En tout cas, logique qu'on ne sache pas. J'ai tout à fait 12 ans d'études de médecin et j'en passe. David, on a préparé l'émission. Il faut discuter avec les médecins. On a discuté, on a préparé l'émission. De la semaine dernière, c'était, on peut le dire aux auditeurs, compliqué. Le truc a été compliqué. On a dit aux auditeurs, et d'ailleurs peut-être que certains n'ont pas voulu, peut-être pas apprécié, on a fait le choix de rester sur que des sites officiels. Parce que c'est compliqué. Ah oui. Mais c'est un choix qu'on a fait. Oui, c'est un choix qu'on a fait. Mais c'est possible quand même. L'information, quand un médecin dit ça, renseignez-vous. Mais les gars, si notre vie en dépend, je crois que nous devons faire cet effort d'aller regarder par nous-mêmes, d'arrêter de prendre, voilà. C'est ce que les gens font. Les auditeurs qui nous appellent le font. Car c'est l'échange qui va nous permettre de confronter des avis et de dire non, tu sais, tu te trompes, le Doliprane, il permet pas de faire passer telle maladie, quoi. Je sais pas, tu comprends? Il faut qu'on échange. Les gars, c'est raide, hein. Les systèmes. Attends, on a interdit maintenant les masques en tissu, etc. David, avant l'auditeur. Quand le médecin d'un de nos collègues qui travaille avec nous lui dit, et demain c'est notre sujet, lui dit, va pas te faire vacciner pour l'instant, c'est un médecin qui lui dit ça. Oui. C'est compliqué. Mais il faut qu'il lui demande. Non, mais parce que les médecins d'en face lui disent, mais va te faire vacciner. Non, mais faut pas s'arrêter à ça, on discute. Je te dis pas qu'il faut s'arrêter à ça. Mais c'est dans tout. Je te dis, c'est son médecin depuis 20 ans. Tu prends ta voiture, je te dis, ne passe pas par là, parce que franchement, il y a un embouteillage et tout, prends l'autre côté. Bon, toi, t'as une belle voiture, moi j'ai une petite voiture classique qui peut prendre des trous. Toi, la tienne, tu vas me dire non. David, écoute, j'étais bien gentil, c'est pas grave. Ça m'embête, mais je vais prendre mon embouteillage parce que j'ai juste pas envie d'aller abîmer ma jante là dans la route qu'elle a, qui a plein de trous. C'est un choix, une décision personnelle. Mais par contre, tu as eu l'occasion de la faire. Car il faut bien comprendre, et on l'a pas dit. Tout ce problème-là dont parle la monarchie, le liberticide, nous on met la démocratie en face de l'autoritarisme, c'est justement ça, c'est que quelque part, on infantilise l'autre. Oui et non, parce que c'est parce que la route a des trous qui fait ce choix.
Bah alors, ok. La route à l'être qui fait ce choix. On n'est même pas d'accord entre nous. C'est ça le débat. Non, c'est intéressant. C'est important ce qu'il dit. Avant l'auditeur. On a travaillé, c'est bien de partager ça avec les auditeurs. Ouais. Quand on a travaillé, souvenez-vous, l'exemple du Coca, le fameux, la tout le monde vidéo l'a vu, la vidéo qu'on a vue et tout. Qu'est-ce que des confrères font, Gilles, quand ils titrent, pour pas les citer, LCI. Le Coca j'ai oublié le titre. Rend pas positif les tests. Ne rend pas positif les tests, souvenez-vous. Exact, ouais. La vidéo montre, et c'est un pharmacien, la vidéo montre que quand il verse du Coca dans le test et tout, ça devient positif. On a visuellement quelque chose qui nous montre quelque chose. D'accord ? Bon, ben, on voit un test et tout, le Coca. Le titre, c'est le Coca ne rend pas les tests positifs. C'est ça le problème qu'on a. C'est qu'à un moment donné, aller à l'information, c'est bien, mais quand on a ce genre d'information, on voit la vidéo. Je réfléchis, je me dis, le truc est quand même, c'est pas un fake. Derrière, comment c'est repris ? Alors, des explications. Alors, on nous explique après pourquoi le Coca rend le truc positif. Toujours est-il que le gros titre. Ce que tu vas garder en tête, c'est ça. C'est que le Coca, c'est ça. Le Coca ne rend pas le test. Mais Coca, mais t'as une positif. Mais il est cacto. Donc, Coca va rendre le positif. Non, mais alors, Gilles, juste avant que tu prennes le standard. On est là sur les auditeurs qui nous disent, bon, c'est la faute des médias. Sauf que le média n'est pas le seul à relayer aujourd'hui. Et tu vois une info comme ça sur ton portable qui arrive et c'est souvent ça. Donc je reviens à ce réflexe aujourd'hui, bien plus qu'avant, d'aller se renseigner. Alors, se renseigner, c'est pas aller voir qu'une personne. Faites-vous votre propre avis. Allez chercher certes sur les sites, mais discutez aussi avec des professionnels des secteurs. Et après, comme toi et ta voiture, c'est toi qui choisis la route que tu prends. Toi et ta voiture. 25 76 25. Alors, c'est intéressant parce qu'on partage effectivement notre façon d'approche, de travailler également. C'est en préparant l'émission, en allant regarder sur les sites plutôt officiels. Allô, bonjour. Oui. Allez-y. Oui, Jules, excuse-moi, bon, j'ai pas l'habitude de vous rappeler 2 fois, mais bon. Mais continue, vas-y. Voilà. Mais bon, quand on parle, c'est vrai qu'au départ, on parlait qu'on était en guerre, voilà ce qu'on a entendu. Maintenant, l'ennemi, c'est qui ? Pour moi, je vois l'ennemi, ce sont les populations, d'accord ? Les attaquants, c'est qui ? Les attaquants, ce sont les gouvernements. Point barre, voilà, au revoir. Merci beaucoup, cher auditeur. Donc, vous voulez rebondir là-dessus ? Sinon, de cette conclusion, on rappelle le titre de l'émission, l'après-Covid. Et bien sûr, certains auditeurs nous disent après-Covid, non, on est dedans. Mais alors, je le dis avec le sourire, mais il faut en parler. Parce que sinon, on sera dedans tout le temps. Si un gouvernement ne pense pas à l'après-Covid, pour moi, on va aussi à la catastrophe. Enfin, qu'en pensez-vous, David, Rudy ? L'après-Covid, pour un gouvernement, il faut bien comprendre, en métropole, en France, la France entière est concernée par une élection présidentielle dans moins de 2 ans. D'accord ? Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce qu'on va nous vendre ? Un monde sans masque en 2022 ? Un masque qui ne sera plus obligatoire ? Un monde vacciné ? Vacciné, voilà. Et alors, vaccin obligatoire, pas obligatoire. Bon, qu'est-ce qu'on va nous vendre ? Pour rendre le vaccin obligatoire, il faut qu'il y ait suffisamment de doses pour les combien de millions de Français ? Voilà, je le dis comme ça dans le débat, avant de dire de le rendre obligatoire. Tu poseras la question comme ça à l'ARS. Le sondage qu'ils ont dû sur faire. Sur les fameux avions à prendre ou pas. Non, pas du tout. Sur le sondage que l'ARS a dû faire, c'est moi, ça n'engage que moi. Mais tu lui poseras la population. Le sondage qu'elle a dû faire fais un teasing pour l'émission de demain. Oui, quel sondage soutient des chiffres démontrant que les Guyanais ne veulent pas se faire vacciner. Ça sera ma première question. Et qui effectivement lui permet de déclarer sur les médias que la Guyane n'aurait pas besoin des 1000 doses de vaccin. Ça sera ma première question. Il nous écoute là. S'il y a des chiffres, tu sais qu'on aime les chiffres, on est preneur. Je suppose qu'ils sont sûrs de ce qu'ils avancent, donc voilà, il n'y a pas de piège. Ça sera la première question qu'on posera à Clara Debord demain. C'est à midi, pas 11h30. Oui, alors David ? Oui. Non, je vais être beaucoup plus court que Rudy sur le mot, quand tu parles de la Covid après, quoi. Oui. D'après la Covid, je dirais que l'après-Covid, c'est clair, pour moi, c'est maintenant. Ça veut dire qu'il ne faut pas réfléchir à dans 2 mois, dans 3 ans, il faut réfléchir à maintenant. Si ça devait rester comme ça, comment on fait ? Et je le dis, dès que j'ai l'occasion de discuter aujourd'hui, arrêtons de se projeter et de se reproduire, de faire les mêmes erreurs qu'on fait depuis 1 an. Oui. L'après-Covid, c'est maintenant. Comment aujourd'hui on vit avec la Covid ? On ouvre les dancing de carnaval
avec test PCR. Cher Comme ami, samedi. Rudy est en forme. Mais il fait exprès de te dire ça. Il fait exprès de te dire ça. Maintenant, on prépare. Tu as raison. Tu as mal barré avec moi. 500 personnes autorisées à venir voir un match de football. Et je reviens pas sur l'histoire du match de football, je parle que de samedi. 500 personnes avec test et ceci et cela. On nous a expliqué que c'était pas possible de faire des manifestations culturelles compliquées et tout. Là, on l'a fait pour le foot. J'avais dit que je reviendrais dessus. C'est pas normal et je pense que là encore on a un souci. Mais en quoi est-ce que tu dis que c'est pas normal ? Je suis d'accord avec toi. En quoi est-ce que tu dis que c'est pas normal ? Par exemple, quand je te dis que je suis d'accord avec toi, que tu me dis que ça se prépare maintenant, on a un exemple concret que là, une manifestation sportive a pu s'organiser avec une capacité de 500 personnes testées. Pourquoi on n'a pas fait ça avant ? Pour plein d'autres manifestations. Et là, tu as raison, ça nous aurait permis déjà de préparer, comme tu dis, l'après-Covid. S'il permet, moi, de m'excuser auprès du prochain auditeur. Oui, il est en attente, Et je regarde l'heure de fin. Je suis quelqu'un, et Rudy le sait, de pragmatique. Vas-y. Qu'est-ce qu'on veut ? C'est éviter la propagation du virus. Pour éviter la propagation du virus, il faut que les gens... Non, ça c'est... Non, Rudy en forme. Ça c'est la solution quand on ne sait pas. Si on s'arrête au fait qu'on ne sait pas un truc. Par contre, c'est le bénéfice-risque. T'es confiné, tout pas j'ai qu'à sauter. Donc, tout confiné, tu devras sauter, non, puis aller acheter manger, tu devras faire course, médecin, expliquez-nous. C'est le Monnier, c'est Bouga, savait gérer une épidémie. C'est un médecin qui répond sur des titres de médecine. D'accord, mais un médecin qui a soigné tout. Mais là, c'est pas un médecin qui te parle. C'est pas un médecin qui te parle, c'est un entrepreneur qui a chaque fois une barrière devant lui et que tout le monde lui dit, mais non, on peut pas sauter la barrière. Oh, tu savais, non barrière, moi j'ai sauté. Oui, mais heureusement, tu n'as pas un restaurant. Non, alors attends, quand je dis ça, ça paraît simple et ça paraît machin. Mais alors en fait, dans la vérité, tu ne l'as pas forcément sauté, c'est-à-dire que tu n'as pas un contrevenant à la loi. C'est que tu as réfléchi, puis finalement, tu as dit, oh, barrière, il y a un là, pas de côté, tu peux passer. Et bien là, tu passes. Ok, je veux dire aujourd'hui, nous devons réfléchir. Un match avec 500 personnes. J'y viens, mon avis. Qui peuvent continuer à avoir une activité sportive. En 40 secondes, je te fais la démonstration du modèle en question. Oui. Allons-y. Pour être sûr, qu'est-ce qu'on va t'accuser ? C'est que tu as fait propager le virus. Donc il faut t'assurer que toutes les personnes qui sont à l'intérieur ne propagent pas le virus. Comment t'assurer que ces personnes ne vont pas le propager ? C'est qu'elles ont un test pour le faire. Comment maintenant donner accès à ce test ? Quel test va permettre de répondre à cette question ? Je le dis et je le défends. Texte à l'appui, c'est le test antigénique. D'accord ? Je ne parle pas est-ce que la personne a la Covid ou pas. Je dis est-ce qu'elle est capable de transmettre le virus ? Ok ? Donc, on est d'accord. Donc, à partir de là... L'auditeur, je l'ai fait partir. Une des solutions serait justement de réfléchir à un protocole qui facilite ce test ou un autre, qui permet tout simplement de dire je transmets ou je transmets pas. Mais en attendant, les gars, faut nous vivre. Et vivre, c'est pas se mettre en danger, c'est se vivre en toute sécurité. Vivre en sécurité. Et donc, officiellement, je dis que je suis d'accord avec David. La réponse d'aujourd'hui est la réponse d'aujourd'hui. La réponse de dans 2 mois sera la réponse de 2 mois et elle changera. Parce qu'on aura accès, parce qu'il y a des scientifiques qui bossent pour ça, et on aura de nouvelles infos et on va s'adapter. Tu le sais toi-même, Rudy, comme moi, que les variants, il y en aura 36. Ah oui, mais c'est normal. On va adapter nos comportements par rapport aux variants. Il y a toujours des variants. Comme on s'est toujours adapté dans la vie, car c'est le truc même de l'humanité. On est d'accord. Mais David, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je suis. J'abonde exprès. Tu as répondu. Voilà, j'abonde dans ton sens. Il faut préparer dès maintenant. Et la preuve, c'est qu'on a été capable d'organiser un match où pour accueillir 500 personnes testées. Très bien. Je suis content il n'y avait pas 500 comme ça pour une fois. Donc, c'est clair que ça ferme. C'est clair que ça ferme. À la fin, oui, il n'y aura pas autant de personnes. Bon, voilà. Non, il n'y en avait que 100. Après, l'histoire ne nous a pas dit si d'autres ne sont pas venus parce qu'ils étaient positifs. Le vrai truc, Gilles, c'est ça la vraie question. C'est à quel moment on place le curseur. Est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Ou est-ce qu'on n'en fait pas assez ? Et c'est ça qui est compliqué, il n'y a pas de vraie réponse. Ça, c'est la décision politique. Voilà, et elle ne nous appartient pas. Mais par contre, on doit pouvoir participer à cette société. Elle t'appartient dans l'urne, la décision politique. Oui, Rudy. Je savais ce que tu aurais dit. C'est pour ça que j'ai rigolé. Mais bon, bref, allez. Alors, pourquoi ce débat est aussi détendu aujourd'hui et avec une sincérité où on dit même à nos auditeurs comment on a préparé cette émission ? Vous l'avez bien vu,
c'est-à-dire rien de grave, pas dans le drama. On dit les choses claires et effectivement, on peut organiser un match de foot comme demain. On peut organiser. Écoutez, il y a eu des concerts de jazz, il y a eu Miss Guyane, il y a eu plein de petites choses. C'est bon, on peut vivre, on peut faire. Il y a pas de souci. Nous devons. Soyez pas dans le drama en permanence. Et lorsqu'on donne des informations, s'il faut répondre à nos auditeurs quand on parle de médias, nous on est une radio généraliste d'information. On est là pour informer, effectivement, comme tous les médias que vous voyez dans le monde entier. Nous sommes là pour informer. Je dis souvent à nos auditeurs, faites cet exercice-là. De temps en temps, allez voir un film, lâchez un peu. Moi, je ne regarde pas tout le temps LCI, ni CNews, ni quoi que ce soit. Je veux dire, parler du vaccin 24/24, c'est pire qu'ici. Je veux dire, c'est toutes les chaînes en continu, BFM et compagnie. Sauf que c'est leur boulot. C'est pas une chaîne musicale. Ils informent. À nous de pouvoir prendre du recul, d'être avec la famille, de couper un peu la télé, la radio, d'écouter un peu de musique, écouter de la musique classique, un peu de jazz. Il y a des nouveaux albums qui sortent. Faites-vous plaisir. Et voilà. Et ensuite, de temps en temps, revenez prendre l'information, que ce soit sur Internet, à la radio ou sur le Netflix du dimanche. Voilà, en ce moment, je regarde une petite série qui est superbe, que j'avais pas vue, s'appelle Outlander. C'est une série qui date d'il y a 4 ou 5 ans. Ça me fait plaisir, là, en ce moment. Franchement, voilà, je vous recommande cette série, tiens. Voilà, ça fait du bien. Très bien. Rudy ? Non, David ? je suis tenté de parler d'un autre sujet, mais je ne vais pas le faire. Ah, d'accord, ok, mercredi prochain. C'est toi qui décideras. Tu voulais amorcer. Vas-y, tease pour mercredi prochain. Pour teaser, je me dis, mais les raisons de la solidarité, de l'amour entre les frères antillais et guyanais. Ah oui. Alors c'est un débat. On se dit la chose franchement, on est dans le grand forum. C'est ce débat-là qu'on voulait faire pour ce mercredi. On trouvait que c'était trop tendu encore et que le message ne serait pas passé. Et puis il y a beaucoup de travail. Et qu'il valait mieux le faire pour la semaine prochaine. Même là, quand tu en parles, je suis pas d'accord à la façon de dire. C'est pas qu'on voulait le faire. On s'est posé la question de est-ce qu'on devait le faire. David en forme aussi quand même. Non, mais c'est vrai. Pourquoi ? Parce que nous trois, on est conscient du rôle du média. On est conscient de pourquoi on est autour d'un micro aujourd'hui. Et pourquoi c'est nous. Et on s'est posé la question de est-ce qu'on devait le faire. Et on a pris la décision qui me semble sage de repousser ça. Pourquoi ? Parce que des fois, il faut analyser les choses après. Il faut parler des choses après pour ne pas lever des blessures, pour ne pas rajouter d'autres drames, j'ai envie de dire, là où c'est déjà quelque part en soi. Le principe, pour être très clair avec les auditeurs, c'est que ça va nous demander beaucoup de travail. Absolument. Parce que là, on veut vous donner des éléments socio-culturels ou des éléments historiques. Et donc, pour nous aussi, ça va nous faire découvrir pas mal de choses. Donc, il faut ce temps-là, malgré tout. Qu'est-ce que Rudy disait tout à l'heure, ce qui était systémique, voir ce qui devient logique. Voilà, c'est. Rendez-vous peut-être la semaine prochaine, on verra. Oui. on en parlera. On aime le foot, nous. J'adore. Ça bon. David, Rudy, merci. À la semaine prochaine. Ciao. Radio Pays, 93.0 à Saint-Georges, partageons l'essentiel. En 2021, la vente hors restauration est à l'honneur dans vos restaurants 1000 pattes. La livraison à domicile est offerte. Pas de mauvaise surprise lors de votre commande. Le tarif est identique à celui de la restauration sur place. Vous préférez venir récupérer votre commande ? La vente à emporter est en promo. 50 centimes d'euros moins cher sur tous les produits. Toutes les équipes des restaurants 1000 pattes de Cayenne, Rémière-Montjoly, Kourou et Matoury vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Malgré les restrictions sanitaires, vos restaurants 1000 pattes continuent à vous livrer, même le dimanche. C'est de la folie! Du mercredi 20 janvier au mardi 16 février, les soldes débarquent dans votre centre commercial Montjoly 2. Et vous savez